La devise des scouts, toujours prêt, mettait en avant des attributs tels que l'intégrité, la loyauté, l'aide, la gentillesse, la courtoisie, la bonté, l'obéissance, la gaieté, la frugalité, le courage, la propreté et la révérence. Cependant, j'avais toujours pensé que ces principes semblaient impliquer une crédulité, une naïveté et une confiance excessive. Sans autres options disponibles, j'ai eu recours à espionner le téléphone de Laura, ce que je faisais rarement. Elle le savait et avait ajouté des mesures de sécurité supplémentaires. En tant qu'ancien scout, l'honnêteté et le respect de la vie privée étaient ancrés en moi, mais avec le prochain voyage de Laura, je ne me souvenais pas du nom de son hôtel et je voulais éviter une nouvelle dispute concernant mon oubli, un problème récurrent dernièrement. Notre prochaine séparation, la plus longue depuis notre mariage il y a 6 ans, m'a fait envisager des gestes romantiques comme lui envoyer des fleurs. Cependant, l'ironie de Rome, la ville de l'amour, ne m'échappait pas. Ce ne serait pas moi qui partagerais ces moments romantiques avec elle, James, son compagnon de voyage, le ferait. Le désespoir m'a poussé à utiliser notre date d'anniversaire comme mot de passe de son téléphone, découvrant une série de messages entre Laura et James détaillant leur projet romantique à Rome. Ce qui m'a autant choqué que la romance, c'est leur utilisation de courriels professionnels. Laura et James étaient tous deux des professionnels du droit et auraient dû savoir mieux se conduire. Laura était avocate et James travaillait comme assistant juridique dans son cabinet. Leur carrière impliquait la manipulation de documents délicats et la découverte de romances par le biais de courriels, ce qui rendait leurs actions encore plus imprudentes. Je n'avais pas prêté beaucoup d'attention aux détails du voyage de Laura ni au nom de l'hôtel en raison d'une suspicion persistante. Ma formation juridique avait aiguisé mon intuition, et quelque chose ne collait pas lorsque Laura a mentionné le voyage pour la première fois. Elle l'a décrit comme un cas d'arbitrage routinier s'entend pour faire du tourisme, évitant de me regarder dans les yeux pendant qu'elle parlait. Son attitude insouciante ne correspondait pas à notre vieux rêve de visiter Rome ensemble. Sa réponse m'a semblé étrange, me prenant au dépourvu avec le pire des scénarios que je n'avais pas prévus. Un objet de courriel m'a profondément choqué, pourquoi ne te débarrasses-tu pas du scout pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble et ne pas s'inquiéter ? Le récent message de James a reçu la réponse inquiétante de Laura, je me sens en sécurité avec lui. Accablé par un mélange de trahison et de rage, j'ai écrit une réponse avec un emoji de visage souriant, masquant ma confusion. Ne sachant pas quelle serait ma prochaine étape, j'ai décidé d'imprimer le courriel en utilisant l'imprimante Wi-Fi du sous-sol, une mesure de précaution impulsée par mes instincts juridiques. Il était crucial de préserver les preuves, alors j'ai gardé le courriel imprimé dans mon sac d'ordinateur. Prenant un moment pour réfléchir, j'ai élaboré un plan, le voyant comme une situation gagnant-gagnant. J'ai envisagé de simuler un geste romantique envers Laura, uniquement pour la confronter brutalement à la vérité. À l'inverse, James ne ferait preuve d'aucune pitié dans un scénario similaire. Je savais que je devais agir stratégiquement, mon intellect, et non mes prouesses physiques, était ma force en tant qu'avocat. Le temps pressait, car Laura rentrerait bientôt de son voyage. J'avais des tâches à accomplir, notamment terminer un travail et assurer une réservation d'hôtel. Je ne savais pas pourquoi j'avais besoin des informations de l'hôtel, mais je sentais que c'était essentiel. J'ai localisé un hôtel près du Colisée, à proximité de la Chambre de commerce internationale, où Laura et James seraient en train de traiter leur cas d'arbitrage pendant leur pause prévue de leur rencontre à l'hôtel. Je me suis empressé de me renseigner sur les lois sur le divorce de l'Ohio, me souvenant de mon examen d'avocat que l'infidélité pouvait être un motif de divorce, affectant la pension alimentaire et le partage des biens. Cependant, il existait des défenses contre les accusations d'infidélité, comme la réconciliation. Je devais rapidement faire évacuer la maison, évitant la confrontation pour le moment. Mon objectif était de surprendre Laura jusqu'à l'incrédulité, en utilisant une stratégie similaire au choc et à l'émerveillement pour mettre fin au mariage. Des mensonges seraient nécessaires, malgré le conflit avec la loi scout. C'était une guerre, et comme l'a dit Winston Churchill, en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit être accompagnée d'une garde rapprochée de mensonges. J'ai justifié mon mensonge comme un service à un but supérieur. Maintenant libre de serment, retournant dans la chambre, j'ai rapidement fait mes valises, plaçant les bagages près de la porte d'entrée. J'ai rassemblé des documents essentiels, relevés bancaires, extraits de cartes de crédit, comptes de retraite, papiers de voiture, fiches de paie, extraits de l'hypothèque et le dernier solde du prêt étudiant de Laura. En l'entendant dans la cuisine après son voyage, j'ai affiché une expression d'inquiétude en montant de mon bureau du sous-sol. La voyant boire une boisson pour sportif avec ses cheveux noirs attachés, je ne pouvais nier son attrait, même si ses actions me déplaisaient.
Je me suis rendu compte que l'amour n'était plus vivant. Je lui ai communiqué mes projets d'aller à Rome avec un sourire sombre. La réaction de Laura a été immédiate, son visage a pâli et ses yeux verts ont perdu leur éclat habituel. Elle m'a interrogé sur la destination, son choc initial s'estompant rapidement. Je lui ai expliqué que Ryan avait appelé, ayant besoin de moi pour préparer un témoin pour une affaire d'assurance. J'ai mentionné la frustration du juge concernant une motion pour contraindre perdu, qui avait perturbé le calendrier judiciaire. Je prévoyais être en déplacement pendant quelques semaines, mais j'ai laissé entendre la possibilité de passer de temps en temps pour laver le linge. Laura a exprimé sa sympathie, suggérant que peut-être mon cabinet était en train de recruter. J'ai exprimé mon désir de la rejoindre à Rome, remarquant un soupçon d'inquiétude sur son visage avant qu'elle ne se moque de moi pour envoyer mon curriculum vitae, même si la faculté de droit de Laura avait un classement plus élevé que le mien. Elle s'est déplacée comme si elle allait m'embrasser, mais je l'ai esquivée et je me suis dirigé vers le sous-sol dans mon bureau, luttant contre des visions de la frapper et m'efforçant de garder le contrôle. Pendant que Laura demandait des projets pour le dîner, je lui ai expliqué que je ne pouvais pas rester et que je mangerais quelque chose sur la route, car Ryan était impatient que je parte immédiatement. Laura m'a suivi jusqu'à la porte, semblant légèrement préoccupée. Lorsque j'ai récupéré mes valises et que je suis parti, elle a refusé un baiser d'adieu, alléguant un mal de gorge et la possibilité d'un rhume ou d'allergie, exprimant son inquiétude que je puisse attraper quelque chose d'elle. J'ai dit à Laura que je ne reviendrai pas avant vendredi au plus tôt, mentionnant quelques arrêts à Akron et Cincinnati. Je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'elle pensait déjà à la liberté inattendue que mon absence lui offrirait. Après m'être dit au revoir de la main, je suis parti en voiture, espérant qu'elle penserait que j'étais stressé par le travail et irrité par le fait qu'on m'appelle un samedi. Mes capacités d'acteur sont limitées, mais j'avais le pressentiment qu'elle planifiait déjà de contacter James. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un centre commercial avec un café. Comme beaucoup d'avocats, j'ai trouvé la clarté avec le stylo et le papier. Tout en prenant mon café, j'ai commencé à énumérer des cas et je me suis rendu compte que la réconciliation ne m'était jamais venue à l'esprit. La rétribution était le seul chemin à suivre, et la question était jusqu'où je devais aller. Mes pensées ont été interrompues par la sonnerie de mon téléphone. L'appel provenait d'un numéro inconnu. Impatient, j'ai répondu, et un homme nommé Michael Stevens s'est présenté. Il se consacrait à l'achat de vieilles maisons pour les remplacer par des manoirs. Malgré le fait qu'il reconnaissait que les gens désapprouvaient généralement son travail, il a insisté sur l'attrait de recevoir un chèque substantiel. J'ai été initialement surpris par l'idée de démolir notre maison chaleureuse, mais j'ai rapidement retrouvé mon calme. Stevens a proposé d'acheter notre maison pour la démolir, citant l'incertitude des délais des nouvelles constructions et offrant un accord potentiellement lucratif si nous étions disposés à vendre. Je n'ai pu m'empêcher de sourire à cette perspective, me souvenant comment Laura avait choisi la maison peu avant notre mariage. C'était un charmant ranch dans un environnement serein avec un magnifique jardin donnant sur les bois et un ruisseau. La cabane dans les arbres visibles depuis la fenêtre de la chambre symbolisait notre vie familiale imaginée. L'emplacement était pratique, avec un accès facile aux principales autoroutes et un trajet gérable pour se rendre au travail. J'ai parlé à Stevens de mon emploi du temps chargé des prochains jours et nous avons convenu de nous rencontrer dimanche matin. Stevens m'a assuré qu'il avait déjà évalué la propriété de l'extérieur et qu'il n'avait pas besoin de voir l'intérieur. Réfléchissant aux idéaux des scouts, ancrés dans le scoutisme militaire et mettant l'accent sur des compétences telles que le secret et l'autonomie, je me suis rendu compte que Laura était tombée sans le savoir dans un piège qui rappelait une embuscade militaire. Avant de prendre d'autres mesures, j'ai décidé de faire un peu de reconnaissance. Mon plan en tête, j'ai délibérément jeté ma tasse de café vide et je suis sorti vers ma voiture pour avoir de l'intimité. J'ai composé un numéro sur mon téléphone portable et j'ai attendu une réponse. Finalement, j'ai contacté Chris Brown, un ancien enquêteur privé avec lequel j'avais travaillé pendant mon passage chez un avocat d'entreprise. Chris avait souvent aidé dans des affaires juridiques pro bono, ce qui reflétait mon engagement envers le service public. Je lui ai raconté la faveur urgente dont j'avais besoin, lui expliquant la situation impliquant ma femme et un autre homme. Chris a exprimé son incrédulité face à l'audace de Laura et s'est proposé de s'occuper lui-même de l'affaire en signe de gratitude pour mon aide dans une affaire de divorce très médiatisée. J'ai remercié Chris et je lui ai donné des détails sur la maison et la cour arrière, mentionnant son accès direct à la chambre où Laura pratiquait le yoga avec les rideaux ouverts. J'ai suggéré que Chris puisse l'utiliser à des fins de surveillance, accessible en traversant les bois et en sautant le ruisseau après la tombée de la nuit. J'ai également mentionné mon projet d'installer une caméra à l'extérieur pointant vers l'avant de la maison pour contrôler les activités.
Après avoir finalisé les préparatifs avec Chris, j'ai contacté Alex, un avocat que j'avais l'intention d'engager pour ma procédure de divorce. Malgré la confusion initiale d'Alex quant au but de mon appel, je lui ai précisé que j'avais besoin d'une représentation juridique en raison de l'infidélité de ma femme. Après l'avoir informé de la situation, Alex a suggéré que nous nous rencontrions le lendemain pour commencer à travailler sur l'affaire. Il a reconnu la nécessité de rassembler des preuves claires d'infidélité et de naviguer dans les complexités de l'accord financier, compte tenu des ressources de Laura et du soutien de ses collègues. J'ai assuré Alex que je m'occuperais de la situation, exprimant ma confiance en la résolution à l'amiable. Mon prochain appel a porté sur une éventuelle représaille. J'ai dit que je ne pensais pas prendre de représailles, optant pour attendre et voir. Pour mon dernier appel, j'ai contacté Émilie, choisissant soigneusement mes mots. Après un moment de silence, Émilie s'est réjouie de m'entendre après tout ce temps. Je lui ai expliqué le comportement récent de Laura, et Émilie a révélé que les actions de Laura avaient créé une brèche entre elles, mais qu'elle était disposée à m'aider en tant qu'amie. J'ai ensuite partagé mon plan avec elle. Après une courte pause, Émilie a ri, amusée par la situation. Elle a accepté de m'aider, reconnaissant ma capacité à la faire rire. J'ai remercié Émilie, lui promettant de l'inviter à dîner, elle et son conjoint, une fois que les choses se seraient calmées. Émilie a accepté l'invitation, la confirmant comme un rendez-vous. Ayant besoin d'un peu d'intimité pour élaborer des stratégies, j'ai trouvé un logement dans un hôtel de séjour prolongé en dehors du périphérique de Cleveland, loin de nos endroits habituels. Une fois installé, je suis sorti pour chercher quelque chose à manger. Bien que je n'ai pas eu faim, je savais que je devais manger pour équilibrer les boissons que je pensais prendre. Le restaurant voisin ferait l'affaire, même si les chips et le fromage de courtoisie causeraient probablement une certaine gêne. Assis dans un box, j'ai remarqué le regard du serveur, mais je l'ai ignoré, trop préoccupé par mes pensées. Les raisins secs du menu suggéraient l'influence centro-américaine du restaurant, déguisée en mexicaine. Imperturbable, j'ai commandé de la tequila, me préparant à une gueule de bois brutale le lendemain. Une partie de l'épreuve consistait à faire face à la serveuse, qui est revenue avec une tequila de première qualité et un verre. Elle a indiqué le serveur, qui m'a reconnu en se servant une portion généreuse. Je l'ai reconnu des procédures juridiques de Garcia, toujours assis seul à l'arrière, prenant des notes en silence et buvant de la tequila. Après avoir nettoyé mon assiette, je me suis dirigé vers la salle de repos, sentant les environs se balancer comme un bateau. Lorsque je suis retourné à mon box, le serveur s'était assis en face de moi. Il m'a chaleureusement salué et m'a remercié d'avoir aidé sa cousine à échapper à un mariage abusif. J'ai essayé de minimiser ma participation, mais il a continué, mentionnant que le mari abusif avait été grièvement blessé en prison, avec des dommages permanents possibles. Un frisson m'a parcouru le dos en transmettant cette information avec un léger sourire. J'ai admis que je n'avais pas été conscient de l'ampleur des blessures. Le serveur a commenté avec indifférence que c'était une vieille nouvelle. Curieux de savoir pourquoi il était seul un samedi soir, il a demandé des nouvelles de ma femme. Je me suis rendu compte qu'il devait nous avoir vus, Laura et moi, lors d'une audience une fois, suivie d'un baiser. J'ai décidé d'être sincère sur les problèmes conjugaux, y compris l'infidélité possible de Laura. Le serveur a répondu avec un sourire complice, suggérant que, même s'il n'était pas avocat, il comprenait l'importance de garder des secrets. Il a fait allusion à mon carnet exposé qui contenait des détails incriminants et une liste de tâches à faire. J'ai minimisé la faille de sécurité, soulignant qu'au moins les secrets d'aucun client n'avaient été compromis. Il a ensuite demandé ce que je voulais vraiment en dehors de l'argent, suggérant la possibilité de vengeance. J'ai confessé que je voulais blesser Laura physiquement, lui casser le nez et lui laisser les yeux au beurre noir. Le serveur m'a conseillé de ne pas prendre de représailles violentes, me rappelant les conséquences possibles comme le temps passé en prison. J'ai acquiescé, reconnaissant mon aide passée à sa cousine. Le serveur a insisté pour régler la dette. J'ai essayé d'intervenir, mentionnant le rôle de Chris dans la collecte de preuves et la participation de la police à l'affaire. J'ai également recruté un associé de mon cabinet pour assurer une bonne gestion des procédures pénales et un traitement respectueux de la part des procureurs. Malgré mes objections, le serveur a loué mes efforts pour aider les nécessiteux et a offert son aide en retour. Lorsque j'ai exprimé mon incertitude quant à son identité, il s'est révélé être Carlos Ramirez, également connu sous le nom de Galobo par certains. Je lui ai demandé en plaisantant si je devais vendre mon âme pour une faveur, ce à quoi Alobo a répondu par un rire, affirmant qu'il s'agissait simplement d'une courtoisie professionnelle.
Il m'a ensuite ordonné de lui fournir mon adresse, le nom de Laura et sa routine quotidienne. Il a suggéré de me procurer un téléphone portable pour faciliter la communication et de laisser un numéro de contact au bar. Alobo m'a conseillé de ne plus revenir au bar, affirmant que c'était le mieux. J'ai informé Chris de l'embauche d'un enquêteur privé, de mon intention de rester à la maison jusqu'au départ de Laura pour l'Italie et de ses projets de voyage. Chris connaissait l'emplacement de l'hôtel de Rome, mais il a gardé le mode d'obtention des informations dans l'ambiguïté. Une seule question, monsieur, m'a-t-il demandé avec une expression sérieuse, existe-t-il une possibilité de réconciliation, de pardon ou de miséricorde? Je ne veux pas avoir de doute plus tard. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai respiré profondément et j'ai réfléchi à mes émotions. La voie à suivre était claire. La confiance et la loyauté étaient fondamentales pour moi, mais elles manquaient dans mon mariage. Les actions de Laura avaient transformé l'amour en haine. Bien que je puisse devenir indifférent, ce moment n'était pas encore arrivé. Non, ai-je affirmé. Chris s'est visiblement détendu. D'accord, ne vous inquiétez pas, a-t-il dit. Lorsque la serveuse a présenté l'addition, Alobo l'a renvoyé, mais m'a permis de laisser un bon pourboire. Il m'a également permis d'emporter une bouteille de tequila, me conseillant de l'utiliser avec précaution. Je me suis réveillé le dimanche matin sans trop de gueule de bois et je suis arrivé au cabinet d'avocat d'Alex à 10 h pour trouver Chris déjà là. Chris a transmis ses conclusions, m'informant que Laura était effectivement avec un autre homme dans notre lit. Il m'a remis un DVD contenant des preuves de son infidélité, me conseillant de ne pas le regarder. Alex a exprimé son inquiétude concernant mes décisions, mais j'ai demandé un résumé des preuves. Chris a raconté comment il avait observé Laura et James Martin ayant des relations sexuelles dans la cabane dans les arbres, comme je l'avais suggéré. Ils avaient identifié James Martin comme le partenaire de Laura et prévoyaient de rédiger un rapport sous forme de déclaration sous serment pour qu'Alex le présente. Déplorant la situation, j'ai décidé de demander le divorce pour motif d'infidélité, mais j'ai demandé que Laura ne soit pas immédiatement informée. J'ai donné des instructions à Alex pour qu'il présente les documents lundi après-midi avant la fermeture du bureau. Alex m'a rappelé ses limites en droit pénal, m'avertissant qu'il ne pourrait pas m'aider si je me mettais dans des problèmes juridiques. Vous seriez agréablement surpris, ai-je mentionné en sortant. Ma prochaine destination était une réunion avec Michael Stevens. Cela s'est avéré être une session exceptionnellement productive, au cours de laquelle j'ai découvert que nous pouvions vendre la maison pour plus de 200 000 $ de plus que l'hypothèque sans aucune commission à l'agent immobilier. Laura serait ravie, ai-je assuré à Michael, que j'aurais toute la documentation nécessaire prête pour conclure rapidement l'affaire. Après être sorti du bureau de Michael, j'ai vérifié mon téléphone. Ni message, ni appel. Elle doit être toujours occupée avec James. J'en ai profité pour appeler mon patron, Ryan, demandant de toute urgence 2 semaines de vacances où je démissionnerais. Ryan, réalisant mon rôle fondamental dans l'affaire en cours, a rapidement accepté. Heureusement, il y a eu une pause dans la charge de travail de Ryan, ce qui m'a donné une certaine marge de manœuvre. Les bases étant posées, je suis retourné à l'hôtel pour me plonger dans le vrai travail. Lundi soir, j'étais complètement préparé. Pendant la nuit de dimanche et lundi, Laura m'a laissé plusieurs messages vocaux que j'ai ignorés. Je réservais toutes mes énergies pour mardi matin. Grâce à la caméra stratégiquement placée par Chris à l'extérieur de la maison, je savais que James avait passé la nuit de lundi là-bas. J'ai calculé que James partirait pour le travail vers 8 h et Laura vers 8 h 30, alors j'ai planifié mon mouvement pour 7 h. Je suis entré par la porte principale, annonçant joyeusement, « Chérie, je suis de retour. » J'ai entendu des pas précipités en haut, et puis Laura est descendue en peignoir, d'apparence négligée et surprise. Elle m'a salué, essayant de paraître joyeuse, mais son épuisement et sa panique étaient évidents. Je me suis excusé pour le retour inattendu, l'attribuant à la nature imprévisible des voyages d'affaires. Ignorant les verres de vin dans le salon, je me suis dirigé directement vers la salle à manger et j'ai commencé à déposer des papiers sur la table. Pendant ce temps, Laura a hésité, craignant probablement que je découvre que James était toujours en haut. Lorsque l'on a frappé à la porte, je lui ai demandé de s'en occuper. À sa surprise, c'est Émilie qui est entrée, nous saluant chaleureusement. Laura a observé Émilie se joindre à moi à la table de la salle à manger et ouvrir sa mallette. Je lui ai expliqué que j'avais pris des dispositions pour les préparatifs financiers et médicaux pour le prochain voyage de Laura à l'étranger en raison de mon emploi du temps chargé. J'ai également mentionné que j'avais obtenu une offre de refinancement pour notre hypothèque, m'excusant pour le peu de temps de préavis.
Laura s'est un peu décontractée en réalisant qu'Emily était une notaire. Elle a plaisanté en disant que j'étais son scout, mais son attitude prudente est restée. Je lui ai donné un stylo, en lui indiquant où elle devait signer les documents et en l'encourageant à prendre son temps pour les lire. Exprimant sa confiance en moi, Laura a rapidement signé tous les documents. J'espérais que sa confiance était sincère pendant que je remettais chaque papier à Emily pour qu'elle le certifie. Laura nous a offert du café, mais Emily et moi avons tous les deux refusé. Emily a documenté les papiers notariés, pendant que je les classais dans des dossiers. Laura a levé les yeux, anticipant mon prochain mouvement et planifiant le sien. Une fois qu'Emily est partie, rangeant discrètement ses outils, Emily m'a souri lorsque Laura ne regardait pas. J'ai donné à Laura un répit, alléguant le besoin d'une téléconférence et je me suis retiré dans mon bureau du sous-sol. Ses épaules se sont visiblement détendues, pensant qu'elle avait le temps de faire partir James et d'effacer toute trace de sa présence avant que je ne réapparaisse. J'ai fait semblant de ne pas entendre les pas de James ni l'ouverture de la porte du garage alors qu'il partait, mais lorsque j'ai entendu la douche fonctionner dans la salle de bain principale, j'ai rassemblé mes affaires, je suis sorti par la porte du sous-sol et je suis parti sans dire un mot à ma femme sans méfiance. 2 heures plus tard, après un copieux petit déjeuner au café, je me suis retrouvé au bureau d'Alex. Alex a semblé surpris lorsque je lui ai dit que Laura avait signé les formulaires nécessaires consentant à la demande de divorce et renonçant à la notification des avis judiciaires. Il a confirmé que les formulaires étaient dûment certifiés. J'ai également déclaré que Laura avait accepté un accord de partage des biens, me laissant tous les revenus de la vente de la maison, ses voitures et ses bijoux, me laissant pleine discrétion sur ses biens. Les deux parties conserveraient leurs comptes de retraite respectifs, et elle ne recevrait aucune pension alimentaire de ma part. Lorsqu'il a été interrogé sur sa situation financière, j'ai répondu qu'elle gagnait plus que moi de toute façon. Alex a examiné les documents, soulignant que Laura avait accepté de quitter le mariage avec un minimum de biens et une dette importante. J'ai confirmé l'exactitude des informations, l'attribuant à sa générosité. Alex m'a brièvement examiné avant de se concentrer à nouveau sur les papiers. J'ai également confirmé que Laura avait signé une déclaration sous serment admettant l'infidélité, reconnaissant la présence de son amant dans la chambre conjugale au moment de la signature, et affirmant l'authenticité de la correspondance par courriel où il était question de leur romance. Alex a semblé initialement surpris, mais a finalement souri, reconnaissant ma réputation respectée et notre amitié de la faculté de droit. Il a décidé de procéder à la présentation des documents, admettant que tout semblait légitime et exprimant son incrédulité face à mes actions. Ressentant un mélange de satisfaction et d'inquiétude, j'ai exprimé une immense honte devant le juge, reconnaissant avoir été consumé par la violation de la confiance de mon client. Le juge a discuté de la possibilité pour le notaire de confirmer la signature de Laura sur les documents et de savoir si Laura les avait examinés. J'ai affirmé avec confiance que Laura, avec son expérience de plaideur expérimenté, avait minutieusement évalué les documents. Alex a indiqué qu'il présenterait tous les documents nécessaires ce jour-là, y compris la déclaration sous serment et le rapport de Chris, ainsi que les photos et un DVD. Il a mentionné son intention de garder le DVD hors du fichier électronique pour le moment afin d'éviter qu'il ne fasse la une des journaux. J'étais d'accord, soulignant l'importance de garder le silence, surtout avec le départ imminent de Laura pour Rome dans un peu plus de 2 semaines. Alex a demandé si je connaissais quelqu'un au tribunal du comté, mentionnant Daniel, un camarade de classe de l'année suivante qui y travaillait maintenant pour stimuler son curriculum vitae. Alex a suggéré que Daniel pourrait accélérer le processus juridique, mais a averti que si le juge exigeait un témoignage en direct, l'affaire pourrait s'effondrer. Il a souligné que Laura devrait décider si elle contestait la fraude devant le tribunal une fois qu'elle aurait compris la situation. Alex a mentionné que si les choses tournaient mal, il pourrait devoir se séparer de ma représentation. J'ai reconnu les points d'Alex et j'ai accepté de discuter de la question plus tard, mais pas pour le moment. Chris n'a pas pu déterminer s'ils se sont rencontrés ailleurs pendant la semaine ou au bureau, mais ce n'était pas à la maison. Il a promis de me tenir au courant si quelque chose changeait. J'ai fait quelques mouvements discrets pendant que Laura était absente, retournant à la maison pour récupérer les documents financiers nécessaires et signant un contrat pour vendre la maison à Michael Stevens, la clôture étant prévue pour la première semaine de Laura en Italie. Pendant cette période, je me suis plongé dans l'auto-soin, allant au gymnase, me consacrant à la lecture tranquille et réfléchissant à ma vie en approchant de la trentaine. Chris m'a informé samedi que Laura était de nouveau avec James à la maison. Je l'ai remercié, me sentant indifférent. Une fois la maison vendue, je préférerais brûler les draps plutôt que de les garder. À ce moment-là, j'avais vu la vidéo que Chris m'avait donnée. James, quelques années plus jeune,
était un fanatique du gymnase, qui s'admirait constamment dans le miroir après l'entraînement. En dehors de son physique sculpté, il n'avait rien de remarquable. J'étais en forme, mais je n'avais pas le corps sculpté que Laura semblait désirer. Cette superficialité ne m'intéressait pas. Peu de temps après, Laura est partie pour Rome. Un enquêteur privé l'a suivie jusqu'à l'aéroport, confirmant son départ. Une fois qu'elle est partie, j'ai débarrassé ses affaires, emballé ce que je voulais et engagé des transporteurs pour tout amener à l'entrepôt. Grâce aux compétences de vente de Michael Stevens, j'ai rapidement vendu les meubles. Lorsque la maison a finalement été vidée, j'ai fait un dernier nettoyage avant ma dernière tâche. J'ai rassemblé les photos de mariage, l'album avec la robe de Laura, et je les ai apportées au foyer du patio sous la cabane dans les arbres. J'ai placé les photos dans l'album sur les braises, j'ai vaporisé la robe de liquide à briquet et j'ai allumé une allumette. En voyant tout brûler, j'ai ressenti une étrange sensation de satisfaction en voyant chaque photo se désintégrer dans les flammes. Le lendemain, j'ai finalisé la vente de notre maison, utilisant la procuration de Laura pour signer en son nom. J'ai déposé les revenus de la vente de la maison sur mon compte personnel et j'ai fermé nos comptes joints. Quelques jours plus tard, au cours de la première semaine de Laura en Italie, une équipe de construction a démoli la maison. Ils ont nettoyé les décombres et ont commencé à préparer le terrain pour une nouvelle construction. Malheureusement, l'arbre qui soutenait la cabane dans les arbres a dû être retiré pour laisser place à une gloriette prévue. Cependant, la construction s'est arrêtée en raison d'un problème de permis, ne laissant qu'un terrain vague. Un ami de la faculté de droit qui travaillait au bureau des permis du comté et moi étions optimistes quant à la résolution de l'affaire avant le retour de Laura d'Italie, dans l'attente de l'approbation des formulaires appropriés. Pendant ce temps, j'ai évité toutes les tentatives de communication de Laura, offrant des réponses vagues aux questions. Alobo m'a informé du stress apparent de Laura et James, laissant entendre que Laura pourrait soupçonner que quelque chose n'allait pas. Lorsque je lui ai demandé les bagues de Laura, j'ai refusé, et Alobo a suggéré un autre destinataire possible. J'ai accepté sans hésitation. 2 jours avant le retour prévu de Laura, j'ai reçu le jugement de divorce inopinément rapide du bureau d'Alex. Alors que je partais, Alobo m'a appelé, me conseillant de prendre des vacances publiques. Suivant ses conseils, je me suis dirigé vers New York, renouant avec des amis de l'université et profitant de diverses activités, financées principalement par des cartes de crédit. Je me suis assuré que le personnel de l'hôtel me reconnaissait grâce à des pourboires généreux. Pendant que j'y étais, j'ai envoyé par la poste un DVD à la maison des parents de Laura, me montrant en train de brûler sa robe de mariée et son album. Un dimanche soir, après avoir savouré un café et un gâteau dans la petite Italie de Manhattan, mon téléphone a sonné. C'était mon beau-père, David. « Où es-tu ? Laura est à l'hôpital. Elle devient folle. Que s'est-il passé ? J'ai demandé, éveillant ma curiosité. Elle est revenue d'un voyage d'affaires vendredi, mais elle et un collègue ont été kidnappés à l'aéroport. Ils ne se sont échappés que ce matin. Son collègue a été presque battu à mort et Laura. Sa voix a tremblé. Qu'est-il arrivé à Laura ? J'ai insisté. Quand elle s'est réveillée, elle était couverte de tatouages, des choses horribles, l'appelant pute et salope. Puis un type masqué est entré, l'a frappé, lui cassant le nez, et lui a laissé 2 yeux au beurre noir. J'ai ressenti une étrange sensation de satisfaction. C'était le coup de théâtre parfait du destin. Je me serais contenté que Laura se rende compte qu'elle m'avait trahi au tribunal comme elle m'avait trahi dans le mariage, mais c'était une agréable surprise. Cela vaudrait une âme immortelle si je pouvais l'offrir. Je suis désolé d'apprendre cela, ai-je dit, l'informant que j'étais hors de la ville et lui demandant ce que je devais faire de la situation de Laura. Il a été surpris, me rappelant que Laura était ma femme. J'ai alors révélé que nous étions divorcés depuis la semaine dernière et j'ai accusé Laura de m'avoir trompé avec l'homme avec lequel elle voyageait. Malgré la cruauté de mon ton, je me suis proposé de lui envoyer une copie de la vidéo comme preuve. Il y a eu un silence, et j'ai spéculé s'il était sous le choc. Finalement, il a déclaré qu'ils en avaient fini avec Laura, disant que je devrais m'occuper d'elle. Après quelques cris, il a raccroché, me laissant réfléchir à notre relation tendue. La vie en ville était devenue trop stressante. J'ai envoyé un courriel à Ryan, lui disant à lui et à l'entreprise d'aller se faire voir, respectueusement. Je me suis acheté de nouveaux équipements de randonnée et de camping. Laura n'avait jamais aimé le camping, alors c'était l'occasion de renouer avec mon passé de scout. L'hôtel a été complaisant et a accepté de garder mes bagages pendant un certain temps moyennant une somme raisonnable.
J'étais bientôt sur le chemin des montagnes Adirondacks pour communier avec la nature jusqu'à ce que les choses se calment. Heureusement, j'avais mon passeport avec moi au cas où j'aurais le temps de voyager au Canada, ce que j'ai fait pendant la majeure partie des 8 semaines suivantes. J'ai éteint mon téléphone. Au début, j'ai pensé qu'une folle avait volé le téléphone de mon ex-femme car il y avait des dizaines, voire des centaines, de messages remplis de cris et de pleurs frénétiques. Je n'en ai écouté qu'un ou deux avant de supprimer le reste. Il y avait aussi beaucoup de courriels de faux. Quand j'ai vu son compte pour la première fois, j'ai pensé qu'il devait avoir été piraté. Qui pourrait avoir la patience de lire tout cela? J'espérais seulement que cette folle obtienne l'aide dont elle avait clairement besoin. 8 semaines plus tard, je prenais un verre avec Chris et Alex. Alex a lâché une bombe, disant qu'il avait rompu les liens avec notre avocate après m'avoir envoyé les papiers du divorce par courrier recommandé. J'ai dû avouer que je n'avais même pas encore vérifié mon courrier. Alex a considéré cela comme une affaire grave, et Chris l'a qualifié de désastre total. Alex a suggéré que Chris et moi commencions à aborder la question lundi matin. Madame Johnson et ses parents s'étaient rendus à l'ancienne maison. Ils n'avaient pas retiré la caméra de sécurité à temps. Lorsqu'elle a vu le terrain vague, elle a perdu le contrôle, est tombée à genoux, sanglotant et se recroquevillant en position fétale. Sa crise de colère s'est intensifiée, donnant des coups de pied et hurlant comme une enfant faisant une crise de colère dans un centre commercial. Lorsque l'équipe de construction est apparue, elle a de nouveau éclaté. La troisième crise de nerfs s'est produite lorsque les travailleurs du bâtiment ont vu les tatouages sur son visage et se sont mis à rire. Les tatouages étaient clairs comme le jour sur la caméra, avec des phrases comme « pute » et « j'adore la gueule » qui ressortent, malgré ses yeux de panda et son nez cassé recouvert de rubans adhésifs. Alex m'a alors raconté le jour où Laura et quelques avocats de haut niveau ont fait irruption dans son bureau sans rendez-vous. Il les a fait attendre 15 minutes, s'assurant que son Glock était chargé sur le bureau, profitant des lois de l'Ohio. Lorsque son attente a pris fin, ils ont commencé à le bombarder de discussions sur des motions d'urgence, des plaintes auprès du barreau et des procédures de mépris. Alex n'a pas pu s'empêcher de remarquer l'encre sur tout le visage de Laura, écrite en rouge et en bleu. Une fois qu'il s'est recentré, il a demandé quel était le problème et quelles déclarations dans les documents étaient fausses. Tous sont restés silencieux, se regardant les uns les autres. Puis il a demandé s'il y avait un différend concernant l'infidélité de mon ex, et tous ont répondu oui. Il a mis une vidéo qu'il avait préparée, montrant clairement Laura ayant une aventure dans notre lit. Il était évident qu'il n'avait pas vérifié tous les dossiers de l'affaire, car il semblait totalement confus. Alex a raconté que Laura a commencé à crier que je ne lui avais pas donné l'occasion de s'expliquer. Il lui a dit que ses raisons ne m'importaient pas tant que cela se terminait. Finalement, elle s'est calmée et a allégué qu'elle n'avait jamais accepté que je vende la maison et qu'elle avait brûlé sa robe de mariée, ses photos et son album, qu'elle considérait comme ses biens personnels. Alex lui a montré les procurations, une spécifiquement pour la vente de la maison et l'accord de liquidation des biens, qui me permettait de me débarrasser de ses effets personnels. Il lui a dit qu'elle avait de la chance de conserver encore ses vêtements. Il lui a demandé si elle niait sa signature sur les documents. Elle a admis que non, mais a allégué qu'elle n'avait jamais accepté les conditions. Alex lui a alors demandé si sa défense était qu'elle n'avait pas lu ce qu'elle avait signé et lui a demandé d'imaginer comment serait l'interrogatoire au tribunal. Elle est restée silencieuse. Il a signalé une déclaration sous serment qu'elle avait signée, admettant que son amant était en haut quand elle a signé et lui a demandé si c'était vrai. Elle s'est évanouie. Malgré ses efforts pour la ranimer, il a dû appeler les services d'urgence. Elle a refusé d'aller à l'hôpital, criant à propos des tatouages et que son petit ami avait été attaqué. Alex lui a assuré que, pour autant qu'il le sache, je n'y étais pour rien et que j'étais hors de la ville. Il a mentionné que James pourrait avoir mis en colère le mari d'une autre personne pour avoir couché avec elle, ou une autre femme qui pensait que Laura attaquait James. Il m'a informé qu'il leur avait dit qu'il pouvait discuter de toute affaire pénale avec la police de Cleveland et a exprimé ses regrets de ne pas avoir assisté à la confrontation. Alex a dit que les choses s'amélioraient et qu'il discutait de la présentation d'une motion de réexamen lorsqu'il a reçu un courriel anonyme avec des liens vers des vidéos de Laura et James dans mon lit, en train de faire des câlins devant le Colisée. Le courriel menaçait d'envoyer les cassettes à tous ceux que Laura connaissait, alléguant que je n'étais pas au courant et que j'étais incapable de l'arrêter. Ils affirmaient être des amis que j'avais aidés, offrant une protection mais menaçant d'exposer les cassettes à moins que Laura ne se retire. J'ai dit à Alex que je ne savais rien de tout cela. Alex a dit qu'après cette révélation, ils sont partis sans plus de contact, et qu'il ne s'était rien passé au tribunal.
Il a ensuite raconté la rencontre de Chris avec la police, disant que les détectives se sont approchés d'eux pour demander des copies de la bande et du rapport, mais qu'ils ont perdu intérêt. Ni Laura ni James ne pouvaient se souvenir de ce qui s'était passé, seulement qu'ils avaient pris un taxi depuis l'aéroport et que James avait fini à l'hôpital. Laura s'est réveillée dans un hôtel, a été agressée et a fini à l'hôpital. Les frais de chambre ont été débités sur sa carte de crédit, y compris le service de chambre et de nombreux frais de bar. J'ai mentionné que la police de New York et mes amis avaient été contactés, tous confirmant mon emploi du temps chargé dans la ville. Alex a ajouté que mon ex subissait une ablation de tatouage au laser au sous-sol de ses parents, ce qui était coûteux en raison de la vaste couverture. J'ai fait un commentaire à ce sujet, me méritant un regard d'Alex et un rire étouffé de Chris. Alex a ensuite mentionné la situation du médiateur, disant qu'il avait été grièvement blessé et qu'il avait besoin d'une thérapie prolongée pour de multiples commotions cérébrales. Trouver un autre travail pourrait être difficile, car son entreprise les avait également laissés partir. Alex a expliqué que leur relation s'était détériorée pendant le voyage, affectant négativement l'arbitrage. Des erreurs ont été commises, les preuves n'étaient pas prêtes et les notes des témoins ont été perdues, ce qui a laissé le client mécontent. Des sacrifices ont été faits pour conserver le travail futur. Chris a suggéré qu'un jour je devrais les éclairer sur quelque chose, ce à quoi j'ai dit en plaisantant que j'étais un scout. Chris a poursuivi, mentionnant qu'Emily avait attendu dans la voiture et exprimant un peu d'envie pour ma situation. Nous avons convenu de discuter plus en détail pendant le dîner, et je me suis proposé de les inviter pour avoir aidé à ma libération. Alors que je partais, Emily m'a surpris en disant qu'elle n'avait pas de petite amie. J'ai suggéré que nous nous dirigions vers la maison, avec un arrêt au bureau de poste d'abord. Lorsqu'elle m'a demandé pourquoi, je lui ai expliqué que je vérifiais la sécurité d'un ami, lui montrant une carte de la boîte à gants avec un emblème scout.